Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien sur Medi 1 TV. Medi 1 TV qui prend ses quartiers aujourd'hui au Palais des Arts et de la Culture à Tanger à l'occasion de la 16e édition du Forum international MedDays. Une 16e édition qui a choisi cette année comme thématique souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial. Plusieurs personnalités de très haut niveau, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des ministres, des leaders internationaux, des décideurs politiques, mais pas seulement, 250 personnalités de très haut niveau, 6000 personnes qui assistent à des tables rondes, des débats sur des enjeux majeurs, des enjeux de géopolitique mondiale. L'Afrique est évidemment au cœur de la réflexion et notamment l'intégration continentale africaine. Alors quels en sont les enjeux locaux, régionaux, quels sont les leviers pour progresser vers cet agenda continental? J'ai le plaisir de recevoir dans cet entretien l'une des personnalités les plus importantes qui participent à ces débats. Je veux nommer Monsieur le ministre Tangara Mamadou, ministre des Affaires étrangères de la République de Gambie. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Nadia. C'est toujours un plaisir de venir m'entretenir avec vous sur cette belle chaîne qui est Medi. Souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial. Que vous inspire cette nouvelle thématique choisie par le Forum MedDays, un forum que vous connaissez depuis longtemps? Ouais. Le thème de cette année résonne parfaitement bien avec la Gambie, compte tenu du fait que cette question de souveraineté s'est posée à la Gambie dès les premiers jours de l'indépendance. Il y a d'ailleurs un écrivain américain, un reporter, qui avait dit que la Gambie ne pouvait pas tenir comme entité géopolitique. Ce n'est pas viable. Et vous connaissez bien la position de la Gambie, qui est un pays à l'intérieur du Sénégal. Donc moi je dis souvent que c'est une nation avec deux États dont les destins sont inextricablement liés, donc on est obligé de travailler ensemble. Donc quand on parle de souveraineté, moi je pense aussi à solidarité, pas une souveraineté dans la rivalité, parce qu'aujourd'hui on a besoin l'un de l'autre. Et cette solidarité agissante, on en a besoin pour qu'on puisse avancer ensemble. On ne choisit pas nos voisins. Donc, je dis souvent que la géographie dicte sa loi à la diplomatie. Donc on est obligé de cohabiter avec le voisin, de trouver les moyens pour pouvoir vivre de façon harmonieuse et souhaiter le meilleur à son voisin, parce que le bonheur du voisin ne peut être que ton bonheur. Mais si tu souhaites, même dans un village ou bien dans une concession, que la case de l'autre brûle, quand ça brûle, ça peut ne pas être épargné. Donc, souveraineté, mais dans une solidarité agissante. Je pense que je vois le Maroc comme un exemple, un bel exemple. Surtout au lendemain des tremblements de terre, on a vu cette solidarité agissante du peuple marocain dans la souveraineté. Et je salue au passage la vision de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, parce que c'est un moment où on a vu tous les Marocains communier et se rallier derrière son roi pour venir en aide aux sinistrés. Ça, c'était un bel exemple de solidarité et de façon souveraine. De façon souveraine. C'est très intéressant, cette idée de géographie qui dicte la diplomatie aux hommes. Le continent africain, les pays africains ont donc un destin commun. C'est ça que l'on entend lorsqu'on vous écoute, monsieur le ministre. Vous saluez le modèle marocain, vous célébrez cette solidarité agissante et cette coopération sud-sud. Ce serait peut-être aussi l'occasion, puisque vous avez évoqué le Royaume du Maroc, de revenir aussi sur ces projets structurants, ces grands projets structurants. La plus récente, et vous êtes directement concerné, la République de Gambie est directement concernée, c'est l'initiative royale de la façade atlantique qui concerne 23 pays riverains de la façade atlantique et qui a pour vocation aussi de désenclaver, et là on parle de solidarité, les pays du Sahel. Tout à fait, parce que le Maroc a pris cette belle initiative
compte tenu du fait qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Et je pense que dans cet esprit de coopération sud-sud et de solidarité agissante, comme je l'appelle, le Maroc a pensé faire en sorte qu'on puisse mutualiser nos moyens pour faire face aux défis. Vous savez, il y a très longtemps, les histoires de piraterie, c'était des histoires très lointaines. Mais on a vu que ça s'approchait de nos côtes. Donc il ne faut pas attendre que le feu s'annonce pour jouer au sapeur-pompier. Cette diplomatie de sapeur-pompier, il faut savoir dépasser ça. Donc il faut savoir anticiper. Et c'est dans cet esprit d'anticipation que le Maroc a venu avec cette initiative à laquelle la Gambie participe de façon effective. Et c'est aussi un moyen de désenclaver les autres pays qui sont un peu loin. Parce que moi je dis toujours que dans notre région, surtout dans cette façade, et un peu partout d'ailleurs, ce qui affecte un directement affecte les autres indirectement, d'une façon ou d'une autre. On peut voir la crise en Libye, c'était assez lointain, mais aujourd'hui on a vu les conséquences jusqu'au Sahel, parce que ça a favorisé un peu la prolifération du terrorisme avec les armes qui étaient partout. Donc à un certain moment, je me rappelle quand on désarmait les combattants au niveau du Libéria ou de la Sierra Leone, on leur donnait $300, ils offraient le Kalachnikov. Ce n'est plus le cas. Vous avez un Kalachnikov, vous pouvez faire du business avec, vous pouvez faire du kidnapping, vous pouvez faire n'importe quoi, et puis voilà, on se trouve dans un endroit où, à cause de la pauvreté, bien sûr, le terreau est fertile pour le banditisme, pour le terrorisme. Et donc, je pense que il est important qu'on puisse mutualiser nos moyens et c'est ce que nous offre le Maroc. Et c'est dans la tradition marocaine. Moi-même qui suis là, je suis un des lauréats du Maroc. J'ai fait mes premières armes universitaires ici au Maroc, à Oujda, à l'université Mohamed Ier. Je salue les autorités en passant. Et donc, Sa Majesté Fouad Hassan II avait eu cette vision de former des jeunes Africains qui aujourd'hui de facto deviennent des ambassadeurs du Maroc, parce qu'il y a ce lien sentimental avec ce pays, parce que c'est là qu'on a passé les tendres moments de notre jeunesse, donc on est très attaché à ce pays. On va continuer de parler du Maroc et de votre rapport au Maroc, mais aussi du rapport de la République de Gambie et aussi avec le Royaume du Maroc, puisqu'il y a un autre projet, un grand projet structurant aussi, qui bénéficiera à plusieurs pays d'Afrique, dont la République de Gambie. C'est le projet du gazoduc Maroc-Nigeria également. Parce que vous parliez à l'instant de l'enjeu de la prévention des conflits, effectivement. Il n'y a pas de paix s'il n'y a pas de développement et s'il n'y a pas de croissance économique. Ce projet-là est prometteur dans ce domaine. Oui, vous savez, la condition sine qua non de tout développement, c'est la paix et la stabilité. Et on ne peut pas parler de gazoduc s'il n'y a pas la paix et la stabilité dans cette zone. Et c'est pour cela que tous nos efforts vont dans ce sens-là. Et le Maroc, à tous les niveaux, de façon visible ou invisible, de façon discrète, ou parfois, mais souvent très discrète, aide à résoudre les conflits. Moi, je prends le cas de mon pays, la Gambie. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais quand on a eu l'impasse politique, le Maroc est intervenu. Et l'intervention du Maroc a été décisive dans la résolution de cette crise latente. Mais ça s'est fait dans toute la discrétion. Mais moi, j'en sais quelque chose parce que j'étais un peu au centre. Et ça a été très efficace. Donc, la paix et la stabilité est la condition sine qua non, même pour qu'on puisse réaliser ce rêve de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc. Monsieur le ministre, vous disiez tout à l'heure que la géographie dicte aussi la diplomatie aux hommes et aux hommes politiques, l'économie a elle aussi ses propres dictates. Et l'enjeu majeur, je dirais même l'enjeu névralgique du continent africain, c'est quand même son intégration. 4% du PIB africain pour le PIB mondial. Comment aujourd'hui l'Afrique peut, dans ce contexte de fragmentation mondiale, peut-elle progresser vers un agenda d'intégration africaine?
il y a beaucoup à faire, je crois, aujourd'hui. L'un des intervenants disait dans l'un des débats qu'il fallait mettre de côté certaines considérations locales et nationales pour progresser ensemble vers cette intégration économique continentale. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais justement, cette intégration, on en a besoin. Mais malheureusement, c'est des vœux pieux. Souvent, les politiciens parlent, mais dans la réalité concrète, il est très difficile même de commercer entre Africains. On préfère parfois aller acheter très loin de chez nous ce qu'on peut avoir au Maroc. Donc, il faut surtout promouvoir ce partenariat et ouvrir les frontières pour qu'on puisse commercer entre nous. Le transport, la communication aussi constitue un très grand challenge. Je parlais à un collègue tout à l'heure. Pour venir à Casa, il est obligé d'aller jusqu'en Europe et puis de redescendre. Tout ça, ce sont des goulots d'étranglement qu'il faut pouvoir éliminer pour qu'on puisse vraiment s'intégrer. Cette intégration économique, comme je disais tout à l'heure, le bonheur du voisin, la prospérité du voisin ne peut être que prospérité pour nous. Enrique Dainebo, comme disent les Malaisiens. Parce que si le voisin est riche de son côté, il est dans le bonheur, il est dans le confort, il n'a pas besoin de venir t'envahir ou quoi que ce soit. Et puis aujourd'hui, on a vu avec la crise migratoire, c'est un peu les difficultés qui poussent les gens à partir. Donc, essayons de créer des opportunités là où nous sommes et essayons de favoriser ce partenariat sud-sud, dont le Maroc est un des promoteurs, pour qu'on puisse briser ce cercle vicieux et aller vers une intégration effective des peuples. Qu'on s'apprenne à se connaître davantage. Ce sera le mot de la fin, que l'on apprenne à se connaître davantage, même si on se connaît déjà. C'était un plaisir de vous recevoir, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir accepté l'invitation de Média TV. C'est toujours un plaisir de venir à Média TV et félicitations Nadia pour le bon travail, l'excellent travail que vous êtes en train de faire. Merci, merci infiniment. Je vous remercie. Et merci à vous, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur notre antenne.